Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. La parole est maintenant au professeur Noam Chomsky, qui a choisi un titre Power Hunger Tempered by Self-Deception, qui est un titre orwellien, puisque c'est une citation des notes sur le nationalisme d'Orwell. Je lui passe donc la parole avec plaisir. La génération précédente a eu une expérience tout à fait intéressante qui concerne tout à fait les différents sujets de cette conférence, mais aussi les aspects spécifiques que l'on m'a demandé de traiter, que j'indique dans mon titre. La soif du pouvoir tempérée par l'auto-illusion. Bien entendu, il y a eu dans le monde intellectuel des attaques très fortes sur les concepts de rationalité et de vérité et sur les valeurs de la démocratie. Nous en avons parlé largement ce matin. Moi, personnellement, je ne les trouve pas particulièrement impressionnantes, pour parler poliment, et ça n'est pas ce qui me concerne ici, ce qui me préoccupe ici. Moi, je pense plutôt à une expérience dans l'ingénierie sociale à grande échelle, organisée dans les démocraties industrielles les plus avancées et imposée au monde au nom de la rationalité et de la vérité. Les programmes de gestion économique et sociale que l'on appelle souvent la rationalité économique, le rationalisme économique, voire le néolibéralisme ou le consensus de Washington, ou le fondamentalisme des marchés, etc., etc. Il en existe différentes variantes. Mais elles sont fondées principalement sur deux grandes doctrines que l'on appelle l'hypothèse des marchés efficients, efficaces, et les attentes rationnelles. Il y a un grand nombre de critiques qui ont critiqué cela, mais ces dogmes sont devenus quasiment des dogmes après la chute du système de Bretton Woods, après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 70. Et dans les cercles de décideurs et dans la classe politique, de manière un peu étrange, c'est souvent identifié à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Il y a un certain nombre de critiques qui existent à cela, mais en tout cas, il y a un critique qui est le prix Nobel Joseph Stiglitz, qui même avant d'être devenu chief économiste de la Banque mondiale, avait tourné en dérision ce qu'il appelait la religion du marché qui sait tout, du marché omniscient. Et son premier métier, celui qui lui a valu le prix Nobel, premier travail, conclut que même un très léger changement dans l'accessibilité à l'information montre, et je le cite, que les marchés non régulés, totalement irrégulés, ne sont pas efficaces et sont caractérisés par un chômage permanent, un chômage de masse permanent, contrairement à ce qu'affirme l'orthodoxie. Il n'existe pas de preuves empiriques qui viennent au renfort de différentes conclusions de l'économiste David Felix pour dire que la stratégie libérale, c'est-à-dire libéralisation et mondialisation des marchés des capitaux, n'ont pas permis d'accélérer la croissance économique dans les pays développés de manière plus efficace
qu'elle ne l'aurait fait pour l'accumulation de capital ou le progrès technique. Et pourtant, c'était ce que la théorie était censée prouver. Il a écrit il y a quelques années qu'au contraire, ces stratégies ont en fait été associées avec une croissance plus lente et plus instable, et que cet échec va probablement persister puisque la base théorique néolibérale pour la libéralisation des marchés a un fondement d'un point de vue de la théorie économique extrêmement faible, et qu'il y en a une conscience de plus en plus aiguë et un manque de confiance dans ces politiques au FMI même et dans d'autres chez d'autres organismes qui encouragent le développement de ce genre, et ceci bien avant la crise des marchés financiers de 2007-2008. Et quand on regarde l'échec quasiment total de cette orthodoxie qui avait été tellement aveuglante, et maintenant quasiment plus aucun économiste professionnel, que ce soit à la Réserve fédérale aux États-Unis, personne n'a remarqué cette bulle immobilière qui avait atteint 8 000 milliards de dollars avant d'éclater. Parce que la puissance du dogme des marchés était tellement aveuglante que malgré les chiffres qui étaient devant leur nez, personne n'y avait songé. Il y avait eu un certain nombre d'analyses critiques par un certain nombre d'économistes qui avaient été commodément ignorés, Hermann Minsky en étant l'un des plus importants. Mais ils sont maintenant en train de... On parle un petit peu plus d'eux maintenant, quand on a vu l'orthodoxie s'écrouler. Mais en tout cas, cela ne s'est pas produit avant une immense crise financière qui n'est pas passée loin de la dépression, mais qui reste encore tout à fait menaçante et qui menace même l'existence même de la zone euro avec de très nombreuses conséquences. Les premières victimes de cette expérience de la rationalité économique sont les victimes habituelles, ce sont les sociétés pauvres. Ou plus précisément, les premières victimes sont les pauvres et les travailleurs partout dans le monde, alors que les secteurs privilégiés partout s'en tirent plutôt bien, y compris les poches et les portefeuilles des privilégiés des sociétés très pauvres. Il y a eu bien entendu un certain nombre d'exceptions à ces effets tout à fait négatifs. Par exemple, les gouvernements qui se sont moqués des règles en Asie, par exemple. Ici, ils ont adopté les pratiques des sociétés développées, mais sans se préoccuper des exigences du monde occidental. Et là, ce qui me ramènera à certains points historiques que je rappellerai. C'est pour ça qu'un certain nombre de figures historiques de l'orthodoxie, Reagan et Thatcher, me paraissent être des choix un peu douteux. Je vais surtout parler de Reagan, puisque à cause du rôle dominant des États-Unis. Là, je vous parle du vrai Reagan, pas le Reagan de fiction construit par l'industrie des relations publiques. Les sondages, tout au long des deux mandats de Reagan ont montré qu'il n'était pas particulièrement populaire, contrairement aux mythes répandus. Les sondages étaient tout à fait dans la norme. Mais après avoir quitté son poste, il a été élevé au rang de mythe par une campagne de propagande tout à fait incroyable, organisée et mise en œuvre par le très puissant monde des affaires, qui avait d'excellentes raisons de l'auréoler de sainteté. Si on regarde les publications du prestigieux Institut Hoover de l'Université de Stanford, ils ont écrit que Reagan était une figure colossale dont l'esprit semble parcourir le pays et nous observe de haut comme un fantôme, un spectre chaleureux et amical. Mais donc on lisait ce type
Ce type de compliment, on le retrouve presque ça avec Obama. Donc, il est reconnu, il est admiré comme étant l'apôtre du petit gouvernement, de la responsabilité fiscale et d'autres principes de rationalité économique. Mais comme dans d'autres sectes religieuses, c'est souvent... on se moque relativement des faits et de la réalité, puisqu'en fait le gouvernement a grandi, les dépenses publiques ont augmenté en termes par rapport au PIB, et la responsabilité fiscale a rapidement transformé les États-Unis. Les États-Unis sont rapidement passés du statut de créancier à celui de débiteur, le plus important du monde. Et un certain nombre de crises financières qui ont commencé par exemple avec la crise de Savings and Loan a demandé un immense plan d'aide publique. Et bien entendu, on se moque également du fait qu'il a sans doute été le président américain le plus protectionniste de l'après-guerre américain et qu'il a mis en place des formes tout à fait complexes de protectionnisme pour protéger, pour sauver l'industrie mal gérée des États-Unis contre la production japonaise qui était largement plus efficace. Et je ne vous parle même pas des crimes atroces commis pendant ces années au pouvoir. Ici de massacres à grande échelle, une destruction un peu partout dans le monde, mais aussi une contribution tout à fait substantielle à la prolifération des armes nucléaires, sous laquelle nous vivons encore, et en plus, en bonus, sa contribution à la terreur djihadiste. Je ne cherche pas à suggérer que Reagan était très éloigné de la norme dans sa pratique, mais ça ne ressemble pas beaucoup à l'image d'Épinal créée par ces fanatiques. Largement avant Reagan, une grande partie du secteur industriel, du secteur d'État dynamique, l'information, les technologies de l'information, l'industrie de l'aéronautique, l'énorme industrie du tourisme, les technologies de base du commerce mondial. L'une des thématiques importantes de ce développement moderne économique est que c'est le public qui paye le prix et qui prend le risque, alors que les profits sont ensuite privatisés. Et cette thématique, l'importance de cette thématique n'est pas très importante si l'on voit qui a créé les politiques économiques et sociales. C'est tout à fait quelque chose auquel on peut tout à fait s'attendre. Et il y a bien des moyens d'atteindre ces fins. Il suffit de faire financer la recherche et le développement par l'État. Il suffit d'avoir d'immenses contrats publics. Il suffit d'avoir des plans de sauvegarde, des plans de sauvetage à répétition. Tout ceci s'est produit pendant les années Reagan, mais aussi tout au long de la période de l'après-guerre. Et cette histoire se perpétue dans l'ensemble des sociétés occidentales, que ce soit de l'Angleterre jusqu'aux tigres orientaux d'aujourd'hui. Si l'on regarde la véritable histoire, elle nous aide beaucoup à comprendre et à évaluer l'expérience quasi religieuse que l'on a pu avoir avec la rationalité économique. Aujourd'hui, et la puissance dominante en est un bon exemple. Les États-Unis ont gagné leur souveraineté à travers ce qu'on a appelé la guerre de révolution, la révolution américaine. Et peu de temps après, les États-Unis sont devenus le bastion du protectionnisme, la patrie du protectionnisme. Ce sont les mots de l'historien de l'économie, Paul Baruch. Mais elles ont aussi eu le plus fort taux de croissance, devenant très rapidement l'économie mondiale la plus puissante il y a plus d'un siècle. Mais le protectionnisme n'était qu'un des instruments de l'intervention étatique. Il y en a de très nombreux autres qui ne sont pas étudiés par les historiens de l'économie, mais qui existent. Par exemple, prenez le coton, qui a servi de carburant pour la révolution industrielle, un peu comme le pétrole maintenant. Les États-Unis sont devenus dominants dans la production du coton, tout d'abord par l'extermination des populations indigènes, par l'expansion territoriale et par l'esclavage, qui sont des formes relativement sévères d'interventionnisme dans les marchés. On a eu l'annexion du Texas, la conquête de la moitié du Mexique, pour créer un
un véritable monopole de la production du coton. Et les raisons en étaient tout à fait explicites. Le président Tyler, qui a participé à ceci en disant « La conquête de ces territoires et le monopole de la production de coton place l'ensemble des autres nations à nos pieds. Un embargo d'une année produirait en Europe de plus grandes souffrances qu'une guerre durant 50 ans. Je doute sérieusement que la Grande-Bretagne éviterait la révolution, éviterait des troubles civiques. Ça, c'est ce qu'on a attribué à Saddam Hussein de façon ridicule, mais il s'agit en fait des pratiques même des États-Unis à l'époque. Et l'idée, c'est que en faisant ceci, en mettant le Royaume-Uni à nos pieds, les Américains seraient capables de surpasser militairement le Royaume-Uni, qui servait de dissuasion, puisque les États-Unis ont cherché à conquérir le Canada à de nombreuses reprises, mais ont toujours été repoussés. Mais les projets économiques de base ont été établis juste après la Révolution par Alexander Hamilton, qui était le pionnier de l'industrialisation, des substitutions aux importations. Et la doctrine économique considère que c'était une grande erreur à l'époque et maintenant, mais dans le monde réel, il s'agit d'un des fondements du développement de l'histoire. Hamilton a choisi d'ignorer les injonctions des plus grands économistes de l'époque qui disaient que les Américains devraient plutôt adhérer au principe du rationalisme économique parce que l'industrie britannique était supérieure et qu'il devait donc se concentrer sur l'exportation de matières premières. Adam Smith, je le cite, disait que si les Américains, soit par association ou par toute autre forme de violence, s'ils faisaient cesser l'importation de produits manufacturés européens en créant un monopole interne qui serait offert à ceux qui pouvaient le faire et qu'ils mettraient et qu'ils concentraient leur capital là-dedans, ils ne feraient que retarder la croissance de leurs produits intérieurs et ne feraient qu'entraver le progrès de leur nation vers la croissance et le bien-être. Et ils chercheraient ainsi à monopoliser pour eux-mêmes l'ensemble de leurs exportations. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait avec le coton. Donc ça, je pense qu'on peut dire que c'est forcément l'une des prédictions les plus incroyablement réfutées par l'histoire économique, voire même plus que les prédictions des 10 dernières années, des 15 dernières années. Mais son fondement était tout à fait solide et il était basé sur la théorie très abstraite qui était imposée aux colonies à l'époque et qui sont appliquées encore aujourd'hui. Ce sont exactement les mêmes politiques avec exactement les mêmes conséquences. Si l'on regarde le tiers-monde sous le contrôle colonial, on a une dévastation des pays les plus faibles sous ce rationalisme économique. Et les pays qui rejettent cette approche, depuis le tout début, et les tigres asiatiques, et en fait même le Royaume-Uni pendant sa période de développement, son époque de développement, les pays qui ont rejeté ces principes ont cru et se sont développés. Mais quand on suit une religion, peu importe les faits. Pour en revenir à Bayrosh, lui va très loin puisqu'il dit que le protectionnisme, de manière assez paradoxale, a permis d'augmenter le commerce mondial. Et la raison qu'il en donne, c'est que le protectionnisme a tendance à stimuler la croissance et que la croissance a tendance à stimuler le commerce mondial. Et la libéralisation imposée depuis le XVIIIe siècle dans les régimes impérialistes a eu des effets économiques négatifs. Elle a causé ce qu'on appelle maintenant le tiers-monde. Alors je conclus qu'il est difficile de trouver un autre cas dans lequel les faits contredisent à un tel point
la théorie dominante sur les impacts négatifs du protectionnisme. Et le protectionnisme n'est qu'un seul des modes de violation de l'orthodoxie économique, plus récemment appelé comme étant le rationalisme économique ou le néolibéralisme. Et je ne cherche pas à dire que l'affaire est conclue. Il y a tellement peu de choses que l'on ne comprend pas sur la croissance économique qu'on ne peut pas vraiment en tirer des conclusions, même si les preuves tendent de manière assez massive à démontrer en économie ou en sciences sociales. En fait, le fondateur de la théorie moderne de la croissance économique, prix Nobel Robert Solow, a dit récemment que malgré l'énorme accumulation de données depuis qu'il a commencé à travailler il y a plus d'un demi-siècle, les liens de causalité sont toujours inconnus. Et il n'est toujours pas clair à savoir si c'est l'investissement des capitaux qui génère la productivité ou si c'est la productivité qui génère les investissements de capitaux. On ne sait pas si l'ouverture au commerce mondial améliore la croissance économique ou si c'est la croissance économique qui améliore ou si c'est l'inverse. Et il y a la question se pose dans bien d'autres domaines. Et à la lumière de la compréhension très partielle que l'on a du domaine et de ce qu'on a appris de l'histoire, il est assez édifiant de voir la certitude irrépressible avec laquelle les principes de ce rationalisme économique ont été soutenus jusqu'à leur défaite inéluctable et récente. D'autant plus que Ronald Reagan, par exemple, est un exemple très frappant de la manière dont ces principes étaient en permanence violés. Adam Smith est d'ailleurs un exemple plus intéressant. Ce n'est pas du tout le personnage absurde d'une foi religieuse construite autour de son image. Par exemple, la fameuse phrase « la main invisible », constamment évoquée pour justifier la doctrine néolibérale. Dans son livre « La richesse des nations », la phrase n'est citée qu'une seule fois, quand il parle des hasards de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Et sa grande préoccupation, bien sûr, à l'époque, c'était l'Angleterre. Et il nous avertit que si les marchands, les commerçants anglais et les fabricants étaient libres pour importer, exporter et investir à l'étranger, ils pourraient en bénéficier alors que cela ferait de mal à la société anglaise. Mais c'est peu probable, selon lui. La raison en est que les capitalistes anglais préféreraient investir et acheter dans leur pays. Donc, c'est comme si par une main invisible, l'Angleterre ne souffrirait pas du libéralisme économique. C'est là où il parle de cette main invisible. Les principaux fondateurs de l'économie classique, un autre fondateur, David Ricardo, a tiré des conclusions semblables. Il utilisait l'exemple bien connu du textile anglais et du vin portugais. Il en a conclu que sa théorie de l'avantage concurrentiel s'effondrerait si les capitalistes anglais décidaient d'investir au Portugal pour la fabrication et pour l'agriculture. Mais il dit également, et je cite, que grâce à la tendance naturelle dans chaque homme d'éviter de quitter le pays de sa croissance et de quitter ses liens et pour opter pour une véritable insécurité de capital à l'étranger, la plupart des hommes de biens seraient satisfaits avec le faible taux de profit dans leur propre pays plutôt que de chercher un emploi plus avantageux pour leur richesse dans des pays étrangers. Des sentiments, d'après lui, que j'aimerais pas voir s'affaiblir. Donc c'est un argument un peu sentimental que la rationalité économique ne serait peut-être pas trop terrible. Inutile de poursuivre les arguments des grands économistes classiques, mais un instinct qui percevait de voir énormément et très différent de ce que l'on dit en citant leurs noms. Et il n'y a pas
que ces exemples-là, mais sont des exemples intéressants. La doctrine du rationalisme économique qui a dominé le discours dans les sociétés avancées pour une génération ont forgé la politique de manière sélective. Une recette pour les faibles, très différente pour les très puissants, comme par le passé. Il semble juste d'en conclure que cette domination ne reflète ni la rationalité ou un engagement envers la vérité, mais plutôt le service, le fait de servir les privilèges et le pouvoir. Les conséquences sont immanquables. Aux États-Unis, au cours des dernières années, les établissements financiers, qui étaient les grands bénéficiaires de cette doctrine, ainsi que les plus grands promoteurs, ont accru leur pouvoir de manière énorme. Un tiers de profit est supérieur au passé, ce qui a eu un impact sur la vie politique. Les élections sont achetées. En somme, et ceux qui les achètent fixent le cadre pour les politiques. Mais pour la grande majorité de la population, les véritables salaires sont restés plats et le revenu des salaires des foyers ont été maintenus uniquement en travaillant davantage d'heures. Et aussi par la dette et par l'inflation des actifs, en particulier la bulle de l'immobilier et bien sûr l'effondrement des bulles au bout de quelques années. Les États-Unis, c'est un pays très riche comparativement, mais prend quelques caractéristiques des anciennes colonies. Typiquement, il y a des secteurs qui sont très riches, très privilégiés, et tout cela dans une mer de misère et de souffrance et de pauvreté. Les États-Unis, c'est plus riche, donc ce n'est pas massif, mais c'est la structure de la société avec l'inégalité la plus importante de l'histoire, en raison des deux façons d'imposer la rationalité économique, une façon pour les riches et une autre façon pour les pauvres. Peut-on dire que les conséquences ou l'issue, c'est en raison de la soif de pouvoir et de l'auto-illusion, pour utiliser des termes à la mode aujourd'hui? Peut-on dire que les banquiers sont coupables d'une exubérance irrationnelle? Une phrase utilisée par un économiste très connu au cours de la dernière génération, Alan Greenspan, avant le crash. C'était une phrase, à un rare moment, on a quitté l'orthodoxie. Eh bien, cette critique ne semble pas juste à mes yeux. Lorsque les banquiers sont assoiffés, ils poursuivent leur engagement institutionnel, c'est ce qu'ils doivent faire. Leur rôle consiste à maximiser les profits. Et en droit anglo-américain, c'est un devoir juridique, légal. On ne peut pas leur reprocher de remplir les responsabilités juridiques dans une institution qui a ce comportement. Si certains rejetaient cet engagement et n'étaient pas assoiffés en tant que banquiers, on les retirerait, on les remplacerait. La soif du pouvoir, c'est une caractéristique institutionnelle dans un système compétitif. Et l'exubérance des banques assoiffées n'est nullement irrationnelle. Pour Greenspan, les grandes banques savaient qu'elles ne prenaient pas de risques, savaient qu'elles prenaient des risques avec des opérations rentables, mais qui pourraient échouer. La raison en est qu'ils pouvaient compter sur une politique implicite par le gouvernement, trop grand pour échouer, too big to fail. Si vous avez un problème, le contribuable va vous aider. Et l'existence de cette politique d'assurance leur donne des avantages considérables par rapport à des pays rivaux, des sociétés rivales. Elles peuvent prendre des risques et obtenir des crédits bon marché, par exemple. Et régulièrement, elles en bénéficient, ils prennent leur profit lorsqu'il le faut. À l'époque de Reagan, il y avait une des grandes banques, Continental Illinois, qui était sauvée par les contribuables, encore une fois. Sous Reagan aussi, le prédécesseur de Citigroup, l'énorme entreprise
À l'époque, elle s'appelait Citibank, a été sauvée du désastre par le Fonds monétaire international. Un fonds, il s'agit de celui qui met en œuvre les politiques du crédit pour veiller à ce que les créanciers payent, quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, on revient à ce rôle traditionnel. Regardez la Grèce et l'Espagne et ailleurs. Je dirais que le correspondant le plus respecté en Occident aujourd'hui, Martin Wolf du Financial Times à Londres, il a décrit, il nous dit que les moyens de sauvegarde aujourd'hui, c'est ouvertement pour sauvegarder la Grèce, mais de manière dissimulée, c'est pour sauver les banques. Dans un système capitaliste, si quelqu'un fait un mauvais prêt, c'est leur problème. Mais dans notre système, qui est radicalement anticapitaliste, si une grande société fait un mauvais prêt, c'est un problème pour ceux qui n'ont pas emprunté l'argent, les pauvres. Ou les pays ciblés, alors que les citoyens des pays riches doivent payer à travers le Fonds monétaire international. C'est comme si je devais vous prêter de l'argent et je sais que c'est risqué, donc j'obtiens un intérêt élevé. Et puis à un moment donné, vous ne pouvez plus rembourser. Et j'insiste pour que vos voisins me payent et mes voisins me payent. Voilà le Fonds monétaire international. C'est radicalement anticapitaliste, mais cela sert les besoins des maîtres, donc cela fonctionne. La même chose était vraie au cours de la crise financière actuelle aux États-Unis. Les grandes banques ont non seulement été sauvées par le contribuable, mais ils ont causé la crise, mais à la fin, c'était plus rentable et plus grosse qu'auparavant. Et se préparent maintenant pour la prochaine crise qui sera peut-être encore pire. Mais les banquiers ne peuvent pas être blâmés de faire ce qu'ils devraient faire selon les règles du jeu. Un criticisme à cet égard serait injuste. Eh bien, après la crise financière actuelle, il y avait un consensus parmi des économistes professionnels pour dire qu'il est stupide d'ignorer le risque systémique, c'est-à-dire une menace pour l'ensemble du système en cas d'échec d'une opération. Mais ce n'est guère nouveau. C'est même une caractéristique de base des marchés, c'est-à-dire que les opérations ignorent les externalités, c'est-à-dire l'impact sur les autres. Si je vous vends une voiture, vous et moi, on va faire attention au coût et les gains pour chacun. Mais on ne fait pas attention au coût pour les autres, qui peut être réel. Et la même chose s'applique de manière massive pour les établissements financiers. Pour les opérations financières, cela veut dire qu'elles doivent ignorer le risque systémique. Cela fait partie de la nature même d'un système de marché. Et cela fait fort longtemps qu'on en a compris que cette pratique comportait des risques. Il y a eu des avertissements dans la profession. C'est assez élémentaire. Il n'y a rien de profond. L'inefficacité du marché seul fait en sorte qu'un crash financier soit un risque fort probable. Et le risque est amplifié par les incitations perverses qui découlent du pouvoir politique du capital privé, y compris la politique d'assurance du gouvernement pour les banques qui sont trop grandes pour échouer, too big to fail. Mais il y a d'autres cas aussi. Là, on pourrait dire que la structure institutionnelle est irrationnelle, mais ceux qui jouent leur rôle dans ce cadre peuvent être très rationnels lorsqu'ils décident de faire tomber les murs du temple tout en se sauvant et même en bénéficiant même de la crise financière. Les dirigeants de sociétés aux États-Unis produisent énormément de propagande pour convaincre la population du fait que le réchauffement climatique, c'est une illusion. Ils ont réussi tellement bien qu'il n'y a qu'un tiers de la population qui pense que les hommes jouent un rôle dans le réchauffement climatique. Eh bien, les directeurs, les PDG sont eux qui sont en train de réaliser cette campagne. Ils savent fort bien que c'est très sérieux, que c'est très grave, et ce sera très délétère pour leurs petits-enfants et pour tout ce qu'ils détiennent. Mais il s'agit d'une externalité. Ils ne peuvent pas y faire attention
expansion tout en jouant dans le rôle institutionnel, c'est-à-dire de faire des profits à court terme. Donc si l'espèce est détruite, c'est malheureux, mais c'est une externalité. Le genre de choses qu'on prend en note lorsqu'on étudie l'économie. Et c'est comme cela que le système fonctionne. Eh bien, il peut y avoir un peu d'éléments d'auto-illusion. Il y a toujours une tentation forte à déguiser les actes antisociaux ou criminels ou la bénévolence de manière noble. Il suffit de regarder la littérature en matière de la politique étrangère des pays puissants pour voir des exemples. Mais pour dire qu'il y a une irrationalité, c'est tout à fait injuste. Pour passer de la rationalité à la vérité, on peut se rappeler d'une observation faite par Orwell dans son essai sur la censure littéraire en Angleterre. Il suggère dans cet essai que les Britanniques ne devraient pas se sentir trop juste en condamnant les moyens vulgaires de contrôle d'expression dans l'Union soviétique totalitaire. Dans une Angleterre libre, selon Orwell, des idées peu populaires peuvent être réduites au silence et des faits inconvénients gardés dans l'ombre sans avoir de besoin d'avoir une interdiction officielle. Et toute personne qui défie l'orthodoxie en place se trouve mise au silence d'une manière étonnamment efficace. Le processus est volontaire. Il s'agit d'un accord tacite d'ensemble que ce n'est pas bon de mentionner ce fait. C'est le produit d'une bonne éducation, renforcée par la centralisation de la presse entre les mains d'hommes riches qui ont toutes les raisons d'être malhonnêtes sur certains sujets importants. Voilà Orwell qui parlait d'Angleterre. Pour illustrer sa thèse, l'essai n'est pas très bien connu. Ça devait être l'introduction à son fameux livre Animal Farm, mais n'est pas paru. Et on a découvert de nombreuses années plus tard, parmi ces différents documents non publiés. Le message de cet essai non publié est tout à fait simple. La vérité peut être utile dans certaines circonstances. Par exemple, exiger la vérité dans l'Union soviétique, c'est utile. Mais ce n'est pas une valeur qui doit être très appréciée par les privilégiés. Donc on ne le souhaite pas dans nos propres domaines. On va passer au troisième concept dans le cadre de cette conférence sur la démocratie. La crise financière actuelle nous donne des leçons intéressantes. Quelques leçons très claires d'ailleurs. Il est difficile de négliger le fait que alors que les établissements financiers ont pris de plus en plus de pouvoir dans l'économie depuis les années 70, ils ont gagné de pouvoir politique pour leur permettre de démanteler l'appareil, les règlements qui ont été mis en place au cours de la Grande Dépression et qui ont empêché des crises financières. Il n'y en a pas eu depuis la Dépression jusqu'à la période néolibérale dans les années 70. La libéralisation financière dans l'ensemble a aidé à mettre en œuvre ce que certains économistes internationaux ont appelé un quasi-sénat d'investisseurs et de prêteurs qui mettent en place des référendums à chaque moment sur des politiques gouvernementales. Donc si le Sénat virtuel décide que la politique d'un gouvernement est irrationnelle, c'est-à-dire conçue pour aider les personnes et non pas pour augmenter le profit, ils peuvent exercer le droit de veto en quittant avec leurs capitaux, avec des attaques sur des monnaies et d'autres moyens. La France a connu cela avec Mitterrand. Mais pour prendre un exemple plus récent, qui est assez éclairant, après l'inauguration de Hugo Chavez, le départ des capitaux de Venezuela a atteint un point où les capitaux détenus à l'étranger par les riches vénézuéliens étaient équivalents à un cinquième du produit intérieur brut du Venezuela, selon les chiffres de l'OCDE et son économiste Javier Santiso, qui ajoute qu'après le coup militaire appuyé par les États-Unis en 2002, qui a renversé le gouvernement élu, la réponse du marché était quasiment
euphorique et le capital a commencé à être réinjecté. Et puis ensuite est reparti quelques jours plus tard lorsque le gouvernement était remis en place suite à des protestations populaires. Le Sénat virtuel est en train de rendre son jugement. Dans l'ensemble, avec la libéralisation de flux des capitaux, et c'est ce que l'on a constaté dans les années 70, les gouvernements font face à ce qu'on appelle parfois un électorat duel. D'un côté, nous avons les votants et l'autre, nous avons le Sénat virtuel. Et même dans les pays riches, la base de l'électorat privé a une tendance à dominer. C'est-à-dire que la libéralisation financière, c'est un moyen pour empêcher véritablement la démocratie de manière efficace. C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être pas, mais la libéralisation financière a été mise en place dans les années 70 avec de plus en plus de préoccupations parmi les élites s'agissant de ce qu'ils appelaient le prix de la démocratie dans les années 60. Trop de démocratie. C'est là où des secteurs passifs et obéissants de la société qui s'appelaient les intérêts spéciaux entraient sur la scène politique pour exprimer leurs préoccupations. Cette démocratie excessive, c'était une surcharge trop importante pour l'État qui ne pouvait plus s'occuper de ce qu'on appelait les intérêts nationaux. Les intérêts spéciaux, ce sont des femmes, des ouvriers, des agriculteurs, les jeunes, les vieux, les minorités, les majorités, la population dans son ensemble d'ailleurs. L'intérêt national, c'est défini par ceux qui gèrent la société, sont les propriétaires de la société. Je suis en train de paraphraser d'ailleurs le secteur internationaliste libéral d'opinion d'élite, ceux qui étaient dans l'administration de Carter aux États-Unis et dans la contrepartie en Europe et au Japon. Si on va un peu plus à droite dans le monde des affaires, le besoin de surmonter la crise de la démocratie était un sujet de préoccupation encore plus important. La rhétorique est plus dure encore. Beaucoup de mesures ont été mises en œuvre depuis pour purger la société des maux de la démocratie. Et cela jusqu'aujourd'hui. La libéralisation financière a fait des contributions considérables de manière intentionnelle ou non. Sous une pression publique puissante, ces mesures étaient en train d'aller à l'encontre de la démocratie. Et elles ont été... il y a eu des restrictions qui ont été mises en place dans le cadre du système de Bretton Woods, mis en place par les États-Unis et la Bretagne après la Deuxième Guerre mondiale. La Grande Dépression, la guerre, avait donné lieu à des courants démocratiques assez radicaux sous de nombreuses formes. La résistance antifasciste jusqu'à l'organisation des classes ouvrières. Ces pressions ont permis, d'un autre point de vue d'ailleurs, des politiques sociodémocrates. Le système de Bretton Woods, de contrôle des capitaux, a créé un espace pour l'action des gouvernements pour répondre à la volonté du public, c'est-à-dire une certaine démocratie. Un des concepteurs du système, John Maynard Keynes, pensait qu'une des plus belles réalisations de Bretton Woods, c'était le fait d'établir le droit des gouvernements de restreindre le mouvement des capitaux. De manière très différente, dans la période néolibérale qui a suivi l'effondrement de Bretton Woods, le département du Trésor américain considère maintenant la mobilité libre des capitaux comme étant un droit fondamental, à la différence des droits socio-économiques et culturels garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment la santé, l'éducation, un décent emploi, la sécurité, et d'autres droits qui sont écartés par le gouvernement américain comme étant illusoires, des mythes. Ce n'est pas le cas du libre mouvement des capitaux. Auparavant, le public n'était pas réellement un problème. Les raisons sont étudiées par Barry Eichengreen du FMI qui a noté qu'au XIXe siècle, et je cite, « les gouvernements n'ont pas été encore politisés par le suffrage universel des hommes et l'augmentation du syndicalisme. Et donc, les coûts imposés
les coûts élevés imposés par le Sénat virtuel de prêteurs et investisseurs pouvaient être transférés vers la population générale. Mais avec la radicalisation de ce public général pendant la Grande Dépression et la guerre antifasciste, il n'y avait plus ce luxe pour les pouvoirs publics et les riches. Donc, dans le système de Bretton Woods, des restrictions sur la mobilité de capitaux se sont substituées aux limites mises sur la démocratie en tant qu'une source d'isolation des pressions de marché. On peut ajouter un corollaire tout à fait évident avec le démantèlement des systèmes pendant les expérimentations sociales depuis les années 70 et la financiarisation de l'économie. Le fonctionnement de la démocratie est restreint de manière sévère. Il y a de nombreux exemples quant à savoir comment la déception parmi les et surtout l'autodéception peut être utilisée pour surmonter les obstacles à une bonne réflexion posée par la stupidité de l'homme moyen. J'emprunte cette phrase au philosophe préféré du président Obama, bien connu parmi les intellectuels. Il s'agit de Reinhold Niebuhr, qui reformulait la conception très bien connue de l'élite, selon laquelle des minorités intelligentes doivent gérer sans être empêchés par le public, qui doit être pacifié par une illusion nécessaire et par des sursimplifications émotionnelles et très puissantes. Une illustration de la déception, comme je l'ai déjà dit, c'est la décision suite à la guerre de dévouer des ressources publiques considérables pour créer l'économie moderne de haute technologie. C'était peut-être la bonne décision ou non, mais la classe politique n'a jamais voulu prendre le risque de laisser au public déterminer comment utiliser le fonds public. Le projet donc était caché dans le budget du Pentagone, était vendu au public par les techniques du Niebuhr, nécessaires pour nous défendre contre des hordes qui viennent de la Russie, de Chine ou d'autres forces du mal qui justifiaient régulièrement une intervention puissante. Certains sont allés assez loin pour concevoir de telles illusions. Il y avait le fantôme chaleureux et amical qui nous surveille en toute magnanimité. Il a déclaré un état d'urgence en 1985 en raison du gouvernement du Nicaragua, dont les troupes ne se trouvaient qu'à 2 jours de Texas, prêtes à nous défier. Eh bien, dans le cas de Reagan, c'était peut-être un aveuglement, on ne savait peut-être pas ce qu'il se passait. Mais il y a d'autres personnes plus rationnelles, comme Dean Acheson, dans le système après la guerre, qui conseillait en secret que les hommes politiques, les décideurs, doivent être plus clairs que la vérité pour atteindre leurs objectifs, qui sont justes par définition. Ce sont parmi les nombreuses façons dont les secteurs privilégiés ont pu se protéger contre des crises récurrentes de démocratie excessive qui surgissent constamment, même dans les formes limitées de la démocratie qui existent dans le système capitaliste d'État tel que les nôtres. Mais beaucoup ont trouvé que ces limitations étaient bien trop sévères. Tout à fait au début de la révolution industrielle aux États-Unis, avec quasiment aucune influence de l'Europe, les travailleurs le prenaient comme étant un acquis, que ceux qui travaillent dans les usines devraient être les propriétaires, et qu'il y avait une différence avec l'esclavage simplement parce que c'est temporaire. Une conception qui était tellement populaire que c'était accepté par Abraham Lincoln et même par la Parti républicain. C'est devenu le principe de base du véritable mouvement socialiste et plus tard adopté par des penseurs du XXe siècle, Bertrand Russell parmi d'autres, qui considérait, comme il dit, qu'il n'y a aucune véritable liberté ou démocratie jusqu'à ce que les hommes qui font le travail dans une société gèrent aussi, soient aussi à la tête. John Dewey, un philosophe social américain qui a beaucoup travaillé sur la démocratie,
à noter que dans une société libre et démocratique, les ouvriers devraient être les maîtres de leur propre destin industriel et non pas des outils loués par des employeurs. C'est même une position qui nous ramène aux grandes idées du libéralisme classique, articulées par Wilhelm von Humboldt et Adam Smith parmi d'autres. Par conséquent, il a dit que l'industrie doit être changée pour passer d'une société féodale à une situation démocratique basée sur la maîtrise par les ouvriers. C'est l'essence du socialisme démocratique, non connu dans le cas du socialisme. Donc, cela devrait aller jusqu'aux moyens de production, échange, communication, transport, publicité. La personne qui détient tout cela gère la vie du pays, donc les riches et les puissants, même si les formes démocratiques restent. Et jusqu'à ce que ce niveau de la démocratie ne soit atteint, la politique va rester l'ombre jetée sur la société par les grandes entreprises. Eh bien, dans les sociétés de capitalisme d'État et socialistes d'État, il y a eu des tentatives énormes pour essayer de mettre fin à ces pensées. Mais elles résistent pas si loin de la surface et ressurgissent sans cesse en offrant un espoir, à mon avis, que les hommes et les femmes peuvent trouver le moyen d'aller à l'encontre de la prévision de Bertrand Russell, selon laquelle notre bref séjour sur la Terre, ce n'est qu'un cauchemar qui passera et que la paix ne viendra pas sur cette terre tant que l'espèce survit. Et c'est peut-être pas très long si les tendances actuelles persistent et s'il n'y a pas de changement radical.